bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, commence le cycle de conférences publiques dans le cadre de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant, que je coordonne. Quelques mots sur cette chaire avant d'introduire Laurent Tillon, qui est notre invité ce soir. Donc cette chaire, qui a été créée l'année dernière, est une chaire qui s'intéresse à la création artistique en milieu naturel et qui essaye de prendre cette forme de création comme une occasion pour repenser nos relations au vivant, pour apprendre justement à voir le lieu où va s'inscrire l'œuvre, pas seulement comme un décor, comme un contexte général, mais comme un milieu de vie, comme un habitat peuplé d'une myriade de formes de vie. Et c'est dans ce cadre qu'il est particulièrement pertinent d'avoir avec nous Laurent Tillon ce soir. Donc Laurent est écologue et forestier. Il est responsable de biodiversité à l'Office national des forêts, à l'ONF. Il est en charge notamment des inventaires faunistiques, particulièrement des mammifères et tout particulièrement des chauves-souris dont il est un spécialiste. Il est l'auteur de plusieurs livres, un livre qui s'appelle « Et si on écoutait la nature » qui est paru aux éditions Payot en 2018, et plus récemment, en février 2021, il me semble, est sorti son dernier livre qui s'appelle « Être un chêne sous l'écorce de Quercus » aux éditions Actes Sud, et qui a été une sorte de fulgurance absolue en librairie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument le lire. C'est un livre très original, d'un nouveau genre vraiment, puisqu'il s'agit, je ne sais pas si tu valides ce terme, mais presque d'une biographie arboricole, puisque c'est un livre qui raconte l'histoire de vie d'un chêne. Et avec une inventivité dans la manière de le dire, avec un effort justement pour essayer de nous le restituer, pas seulement dans le style conventionnel des sciences, qui a cette tendance un peu à assécher ce dont elle parle, mais justement en inventant une manière de raconter qui allie à la fois des savoirs, mais aussi un rapport sensible à ce chêne, puisque ce chêne est un chêne que tu connais personnellement, puisque tu vis à ses côtés, près de la forêt de Rambouillet. Je suis vraiment très honorée et pleine de gratitude pour la présence de Laurent Tillon avec nous ce soir, parce qu'il s'est prêté avec beaucoup de grâce et d'enthousiasme à un exercice tout à fait inhabituel, à savoir que je lui ai proposé de parler des arbres à partir de la peinture, ce qui n'est pas ce que tu fais habituellement. Et, je confirme. Voilà. Et puisque mon intuition, c'était que justement, Laurent aurait beaucoup à nous apprendre à travers une enquête naturaliste sur ces arbres, aurait beaucoup à nous apprendre et à nous dire sur ces arbres qu'on regarde plus spontanément quand elles sont dans des œuvres, comme simplement des formes esthétiques, et sans nous interroger sur la singularité d'existence de ces êtres qui sont représentés. Et c'était justement ce qui m'intéressait d'explorer grâce à Laurent. Si vous voulez, un peu l'enjeu, c'est justement d'apprendre à voir les arbres en peinture comme on n'a pas appris à les voir, à les interroger, quand on est en tout cas historienne de l'art. C'est pas comme ça que moi, on m'a appris à lire les arbres en peinture. Et donc c'est un peu ce défi, oui, exactement, que lancé et complètement saisi avec beaucoup d'enthousiasme par Laurent, dont vous allez avoir donc un plein aperçu ce soir. La conférence va durer 1 heure environ, et ensuite il y aura bien sûr un temps de questions et de conversation avec vous. Voilà, quand tu veux. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis très très honoré d'être parmi vous, et c'est vrai que je dois avouer que je sors un peu de ma zone de confort là. Donc je vais m'essayer devant vous un exercice que j'ai un peu préparé quand même, à partir d'œuvres qu'Estelle m'a envoyées, et avec le défi effectivement de tenter de raconter l'histoire des arbres qu'on voit sur les œuvres. Donc du coup je ne vous parlerai pas des œuvres en elles-mêmes,
mais plutôt de ce qu'elle m'inspire dans la vie des arbres qu'on y voit à travers différents indices. Donc, un petit peu finalement comme mon chêne, tu parlais de Quercus, en fait c'est un chêne que j'ai rencontré à l'adolescence, et je me suis amusé à partir de sa forme, à partir de tout un tas d'indices de l'environnement, à reconstituer son histoire. Et j'ose croire que je ne suis pas loin de la vérité. Et c'est, alors, je ne vais pas tout à fait vous dresser l'histoire de chacun des arbres qui vont figurer sur ces tableaux, mais je vais tenter quand même de vous donner des petites clés pour vous permettre, à la limite, lors de prochaines visites d'exposition, de mieux comprendre finalement les arbres ou l'objet qui a été peint, qui a été dessiné. Alors là, vous avez le titre. En fait, ce que je voulais, c'était les arbres nous racontent une part de leur histoire, si l'auteur a pu assez fidèlement reproduire les arbres par leur forme, par la manière dont ils ont pris place dans leur environnement. Et pour ça, je vais m'appuyer sur diverses œuvres. La première, celle que vous voyez là, le paysage forestier qui a été peint en 1598, représente, je pense que vous serez d'accord avec moi, une forêt assez sombre. Et c'est vrai que d'ailleurs, on ne va pas parler d'histoire, de perception de la forêt, mais on est dans des périodes où effectivement la forêt présente une image assez sombre. Pour autant, quand vous regardez bien l'œuvre, on voit quelques détails qui ne trompent pas. Par exemple, des puits de lumière qui rentrent dans la forêt. Et ça va me permettre, à ce stade-là, alors je ne vais pas forcément commenter sur cette œuvre vraiment la forme de chacun des arbres, mais pour autant, je vais quand même vous parler d'un élément qui est important. C'est peut-être l'une des rares fois où je vais faire appel à votre mémoire, et notamment en vous rappelant vos cours de biologie au collège, principalement, et vos cours parlant de la photosynthèse. Alors je vous fais un petit rappel de la photosynthèse et de ce que c'est. Il faut imaginer dans la structure des arbres, donc ici vous avez des feuilles sur la peinture qui sont un maillon essentiel dans la vie de l'arbre. Ces feuilles détiennent toute une rangée de cellules qui elles-mêmes possèdent des organites particuliers. En fait, c'est des bactéries à l'origine qui ont été incorporées complètement à chaque cellule et qu'on appelle des chloroplastes. Ces chloroplastes détiennent la fameuse chlorophylle dont on a tous entendu parler. L'arbre va capter la lumière du soleil ainsi que le gaz carbonique pour l'amalgamer avec des oligoéléments qui vont arriver dans l'arbre par la sève jusqu'à chacune des cellules. Et là va s'opérer la photosynthèse. Et ça permet à l'arbre de fabriquer tout un tas de molécules dont il va avoir besoin. Des sucres, de l'amidon, du bois qui va permettre à l'arbre de grossir et de grandir. Tout un tas d'autres éléments, notamment pour la défense, pour la réparation, la cicatrisation en cas de problème. Voilà, c'est le seul moment où je vais faire appel à vos souvenirs de biologie à l'école. Mais pour autant, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous imaginez bien que la lumière, du coup, c'est une clé fondamentale qui est indispensable pour la croissance de l'arbre. Et en fonction de toutes les particules de lumière qui vont arriver, alors ces particules, on leur prête un nom, on leur donne un nom spécifique, on parle de photons, et en fait, ces photons, c'est eux qui vont activer et donner de l'énergie au chloroplaste pour faire toutes les transformations chimiques. Et cette lumière, elle est indispensable pour la croissance des arbres. Ce qu'on distingue quand même sur le tableau que vous avez à l'écran, vous voyez des arbres avec un sous-bois qui est très sombre, très foncé, dans lequel on ne distingue pas forcément beaucoup de sous-étages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de buissons, d'arbres, d'arbustes ou de jeunes arbres qui ont poussé dans le sous-bois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arbres qui sont au-dessus, on le voit bien, le peintre là les a peints avec une canopée, donc la partie haute des arbres, très très dense. Les feuilles captant la lumière ne permettent pas aux photons restants d'accéder au sous-bois qui aurait besoin de ces fameux photons pour ensuite permettre à la végétation de pousser. D'où le caractère sombre et d'où ce paysage forestier qui est finalement exempt de végétation arbustive. Alors, si on prenait une photo de cette zone-là, bien sûr, l'image là, la photo que vous avez à gauche, elle est assez récente. Probablement
la photo qui aurait été prise à l'époque aurait été un petit peu différente. Il y avait peut-être un petit peu plus de lumière dans le sous-bois. Mais cela dit, vous voyez bien, malgré un puits de lumière qui apparaît ici sur l'écran, malgré tout, il n'y a pas de végétation dans le sous-bois. Et ça a une autre conséquence. C'est que si on regarde les troncs, il n'y a quasiment pas de feuillage qui s'est développé le long des troncs des arbres que vous avez là. Pourquoi ? Parce que n'ayant pas accès aux photons, du coup, ils ne se sont pas développés. Si on reprend à nouveau l'image de droite, hormis les quelques arbres d'ailleurs qui sont très lumineux, sur la partie centrale, vous avez un arbre qui est un peu exposé à la lumière et puis celui de droite totalement exposé à la lumière. Lui, il a développé ce qu'on appelle des itérations. Avant, on appelait ça des gourmands. En fait, c'est des rameaux qui se sont développés le long de l'écorce du tronc parce que le tronc lui-même étant bien vascularisé, lui-même ayant des cellules photosensibles, il a capté la présence des photons qui lui autorisaient à tenter de développer des feuilles. Et donc, des rameaux ont sorti, ont émergé du tronc et ont permis à l'arbre de développer un feuillage dans la partie basse, ce qui traduit très probablement pour cette séquence-là la présence d'un puits de lumière régulier toute l'année juste à cet endroit-là, pour que l'arbre ait développé des rameaux comme ça qui arrivent à perdurer malgré la densité du feuillage qu'il y a au-dessus, et bien probablement qu'il y avait quand même de la lumière en permanence tout au long de l'année, en période feuillée, bien sûr, puisqu'en hiver, du coup, là, c'est le cas en ce moment, on est en plein automne, les arbres perdent leurs feuilles, donc du coup, là, ils ne sont plus actifs. Donc vous voyez qu'à partir d'un paysage forestier comme ça, on peut commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe et quelle est la vie des arbres qui ont été représentés. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de commencer à regarder la diversité des objets qui ont été peints. Alors là, vous avez une deuxième œuvre. Si on se remémore la première œuvre, on est sur un paysage forestier, voilà, qui traduit une ambiance forestière avec de nombreux arbres qui vivent en situation de peuplement forestier. Chacun y a pris sa place. Et vous voyez que, vous avez vu que les uns par rapport aux autres peuvent avoir développé un feuillage plus ou moins fort en hauteur, mais aussi dans la partie basse de l'arbre. Sur ce deuxième arbre, on est dans un contexte qui est totalement différent. Comme vous pouvez le voir, alors on a l'arbre assez conséquent au premier plan, puis les arbres qui sont derrière, qui eux aussi sont probablement assez conséquents, mais du coup ils sont un petit peu plus loin. Ils sont tous suffisamment séparés les uns des autres pour leur avoir permis de prendre toute la place qu'ils voulaient. Et souvenez-vous, sur l'image précédente, on avait quand même globalement un tronc qui était plus ou moins allongé, au-dessus duquel se développait une canopée. Ce qui est assez intéressant dans l'œuvre que vous avez là, c'est qu'on est face à un arbre dont le tronc est massif et plutôt ramassé. Et du coup, ça a une conséquence. Vous avez un empattement, c'est-à-dire la partie basse de l'arbre, qui est la zone d'insertion des racines dans le sol, qui reste encore un peu visible. D'ailleurs, pour la petite histoire, le chêne au pied duquel je vais régulièrement, que j'ai appelé Quercus. Quercus, en fait, c'est tiré du celte. C'est le nom scientifique qui est donné au genre de tous les chênes dans le monde. C'est tiré du celte, Caer, qui veut dire le bel arbre. Quercus, le beau chêne. Là, en l'occurrence, mon chêne, alors, du coup, il a un empattement particulier avec un écartement à un endroit qui me permet de m'asseoir comme dans un fauteuil. On pourrait imaginer que cet arbre-là ait à certains endroits un empattement aussi idéal et assez confortable pour qu'on puisse s'y installer. C'est peut-être ce qui a attiré le peintre, d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, vous avez un empattement assez large, assez massif, qui démontre un système racinaire assez étalé. Vous voyez qu'assez vite, les racines arrivent presque à l'horizontale, à plat, c'est notamment assez visible sur les parties gauche et droite là, qui sont visibles. Ensuite, vous avez votre tronc assez costaud, assez massif, mais qui est très court. Et au-dessus, un houppier très développé. Alors ça va m'amener à simplement vous décrire la manière dont fonctionne l'arbre dans sa façon d'amener notamment les oligo-éléments dont je parlais tout à l'heure, les minéraux qui viennent du sol et dont l'arbre a besoin. Imaginez votre arbre, il n'est pas comme nous,
il n'a pas de système vasculaire centralisé. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de pompe qui lui permet d'envoyer l'eau et la sève avec les oligo-éléments jusque les feuilles les plus hautes dans l'arbre. Alors comment ça se passe? La manière dont fonctionne l'arbre, et notamment sur le transit de la sève, fonctionne sur 3 principes assez simples. Le premier, c'est les molécules constitutives du bois, principalement l'une d'elles qu'on appelle la lignine, qui est une molécule très complexe, très dure, et qui a la particularité d'être hydrophobe. Ça veut dire qu'elle pousse l'eau. Ça, c'est un premier élément qui est purement physique. Voilà. Les molécules d'eau sont amenées à circuler parce qu'elles sont évacuées au fur et à mesure. Le deuxième élément, qui est un peu plus complexe, relève simplement de l'osmose qui existe, c'est là aussi une loi physique et chimique, qui existe dans tout fluide, dans tout liquide. Alors ça parlera peut-être aux personnes qui regarderont le podcast ou alors à vous qui êtes dans la salle. Quand vous vous servez un pastis, vous mettez le pastis d'abord dans le verre d'eau, enfin dans le verre, puis après vous mettez de l'eau. Que se passe-t-il? La couleur change. Il y a un rééquilibrage de l'ensemble des molécules. Le pastis étant moléculairement plus lourd que l'eau, du coup tout ça se mélange pour chercher une forme d'équilibre au sein du liquide. C'est exactement le même principe qui est opéré par l'arbre. Imaginez votre arbre en feuilles là. Chacune des feuilles ne fabrique pas du pastis, on est d'accord. Mais par contre, chacune des feuilles fabrique des molécules de bois, des sucres, de l'amidon, des molécules de défense comme des tanins, c'est un nom un peu particulier pour décrire des molécules très complexes, on en reparlera tout à l'heure, mais qui ont la particularité d'être beaucoup plus lourdes que les molécules de minéraux et d'oligo-éléments qui viennent du sol. Ce qui induit la recherche par l'arbre d'une forme d'osmose, de rééquilibrage dans le poids moléculaire entre les parties hautes de liquide qui constitue la sève et la partie basse de la sève. Ce qui fait que votre sève qui monte dans le vaisseau, elle a tendance à rechercher cet équilibre osmotique et donc à chercher un rééquilibrage, ce qui fait qu'elle se retrouve aspirée vers les parties hautes de l'arbre qui sont beaucoup plus chargées en poids moléculaire. Et puis il y a un troisième phénomène dont je ne vous ai pas parlé juste avant, mais finalement dans la photosynthèse, l'arbre relargue quelques déchets, en particulier deux. D'abord l'oxygène qu'on respire, puis un deuxième déchet de la vapeur d'eau. Un arbre comme celui-là, là qu'on voit, probablement qu'il puise dans le sol jusqu'à 200 litres d'eau par jour. C'est considérable. Mais du coup, toute cette eau qui sert à transporter les minéraux arrive jusqu'aux feuilles, et dans les feuilles, en réalité, il y a une transformation donc, liée à la photosynthèse pour la fabrication des molécules qui entraîne la déstructuration des molécules d'eau, parce que certains des atomes de ces molécules d'eau vont après être réutilisés. Et l'arbre va refabriquer de l'eau sous forme de vapeur qui vont être évacuées par des petites fenêtres qui se trouvent sur les feuilles. C'est d'ailleurs ce qui explique que quand vous vous promenez en forêt, par exemple, ou alors que vous vous trouvez sous un arbre, souvent l'atmosphère est un peu plus douce parce qu'elle est chargée en humidité. En fait, c'est l'arbre qui refabrique de l'humidité sous forme de vapeur ambiante. Tout ça pour dire que vous imaginez bien que ces trois phénomènes, comme le troisième, qui, en relarguant de la vapeur d'eau, du coup, amplifie le phénomène d'aspiration vers le haut lié au rééquilibrage osmotique, les trois phénomènes entraînent quand même un jeu de force amenant l'eau vers le haut. Et finalement, dans cet arbre-là, par rapport aux arbres précédents, on est juste dans une situation où l'arbre est allé à l'économie. S'il a la possibilité d'alimenter un feuillage très dense le plus rapidement possible, il ne va pas s'en priver. Parce que les trois méthodes, les trois techniques inventées par la nature pour faire monter l'eau entraînent quand même une vitesse de circulation de la sève de pas loin de 2 cm par minute. Inutile de vous dire que pour que l'eau qui arrive du bout d'une racine, chargée d'oligo-éléments, pour qu'elle arrive jusqu'en haut d'un arbre de plus de 30 mètres de haut, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre plus d'une journée. Pour certains arbres, on avait fait des calculs
dans certaines forêts où les arbres, du coup, sont proches les uns des autres, en réalité, la sève peut mettre parfois jusqu'à 1 journée et demie, voire 2 jours pour arriver jusqu'aux feuilles qui sont tout en haut. C'est considérable. Donc quand l'arbre peut aller à l'économie, il ne s'en prive pas. Et là, en l'occurrence, cet arbre-là, en opposition des précédents, comme il a la place de s'étaler, il ne s'en est pas privé. Il a développé des branches basses très vite. Il a développé son houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches constitutives de la canopée. Il a développé son houppier pour permettre de prendre le maximum de place. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et donc, probablement qu'on est face à un arbre, d'ailleurs comme ceux qui sont derrière, qui, malgré son caractère massif, n'est pas forcément très haut, comme beaucoup d'arbres qu'on appelle champêtres, par exemple de bord de haies, qui n'ont pas besoin de monter très haut parce qu'ils ont accès à la lumière très rapidement. Contrairement aux arbres qu'on avait sur l'œuvre précédente, qui, eux, sont quand même obligés de grimper suffisamment parce qu'ils se font de la concurrence et qu'ils ont bien la nécessité d'accéder à la lumière le plus vite possible. Dans le même ordre, vous avez là une autre œuvre, donc il s'agit d'une gravure sur bois, qui représente un arbre qui, lui, est assez particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est un arbre qu'on retrouve dans une zone de grande culture et qui, autre particularité, est à côté d'une clôture qui indique probablement la présence d'une pâture avec des grands herbivores sur le côté. En fait, cette œuvre, elle nous donne un élément d'histoire qui est assez intéressant. D'abord, la première chose, je pense que vous reconnaîtrez quelques phénomènes que je vous ai décrits sur l'œuvre précédente. Votre arbre ayant toute la place, il a développé un houppier le plus large possible. Il n'est pas forcément très très haut, mais il a développé un houppier très très large. Alors ça nous donne quand même, d'ailleurs en passant, un petit élément sur son histoire. Parce que pour qu'un arbre développe un houppier aussi étalé, ça veut dire que de toute façon, il n'a jamais été soumis à des compétiteurs. Donc il a toujours poussé seul, avec la capacité de s'étaler le maximum. Mais vous avez un deuxième élément assez particulier sur cet arbre. Si vous voyez la forme de son tronc, il est d'abord bien droit, puis après on voit des bosses. Ce qui peut interpeller un peu. Que lui est-il arrivé? Alors, bien sûr, en réalité, ce qui se passe, c'est le cumul probable de 2 phénomènes. Le premier phénomène qui explique que votre tronc, sur les 2-3 premiers mètres probablement, parce que les poteaux, généralement, pour contenir des herbivores, ils font 1,50 m de hauteur. Donc, sur les 3 premiers mètres, on va dire les 2,5-3 premiers mètres, on a un tronc qui est assez longiligne, qui ne présente pas de bosse, qui traduit probablement la présence d'herbivores en dessous, que j'ai représenté ici par un cerf. En fait, c'est un phénomène qu'on retrouve sur absolument tous les arbres, on va dire adultes, même les arbres plus jeunes. Quoi qu'il arrive, qu'on soit en forêt, qu'on soit en pleine pâture, à un moment donné, ils sont soumis au risque de l'herbivorie, donc au risque de se faire croquer par des grands animaux, qui, généralement, ont tous accès aux feuilles jusqu'à environ 2 mètres, 2,5 mètres de hauteur. Certains sont capables parfois de se mettre presque sur leur sabot arrière pour avoir la possibilité d'accéder aux feuilles, et ils ne s'en privent pas. Ce qui justifie que de toute façon, dans le jeune âge, votre arbre va commencer à pousser, probablement protégé pendant un temps, protégé par l'homme, protégé de diverses manières. Peut-être qu'à un moment, il y avait une clôture pour protéger cet arbre, et qui a empêché aux grands animaux de le dévorer. Sauf qu'il a commencé à pousser un peu, et puis que, voulant accéder à la lumière, il a étalé son feuillage, avec pour conséquence de priver de soleil les parties basses de l'arbre, qui font que, progressivement, votre arbre élimine naturellement les rameaux et les branches qui sont à 1, 2, 3 mètres de hauteur. Jusqu'à 3 mètres, parce que de toute façon, dès que votre arbre a atteint les 3 mètres, dès que le bourgeon terminal, donc c'est-à-dire le bourgeon qui est détenteur des feuilles qui sont les plus hautes dans l'arbre, ne sont plus accessibles à la dent du gibier ou des herbivores, pour le coup, votre arbre, il est sauvé. Donc, il va s'élever. Ce qui induit le fait que progressivement, les branches basses disparaissent, sont éliminées naturellement par l'arbre, mais en plus, celles des autres branches, du coup, vont commencer à s'étaler, mais vont être sujettes à un contrôle sur la partie basse
par les grands animaux. Seulement, voilà, en fait, probablement, vos branches, là, elles se sont bien développées. Ce qui justifie la présence des fameux moignons qu'on distingue sur la partie au-delà des 3 mètres, entre 3 mètres et les branches les plus basses. Des branches se sont développées à 3, 4, 5 mètres de hauteur, suffisamment pour atteindre un certain calibre, jusqu'au moment où l'agriculteur a décidé de changer de pratique agricole et probablement passer d'une agriculture élevage à une agriculture grande culture, justifiant le fait qu'il puisse passer avec son tracteur pour labourer son champ. Ce qui justifie la nécessité d'élaguer jusqu'à 5-6 mètres de hauteur pour permettre le passage de l'engin. Donc, il a élagué, et l'arbre derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de cicatriser du mieux qu'il pouvait, et donc, il a formé ces fameux moignons. Ces moignons vont probablement avoir un destin assez particulier, puisque l'arbre, quand il commence à être abîmé, que ce soit naturellement, par exemple, suite à une tempête, une branche tombe, du coup, l'arbre, il essaye de recouvrir, de cicatriser. Ou alors, il va essayer il va laisser, pourquoi pas, un peu de corruption s'installer à l'intérieur de l'arbre, avec le risque que ça atteigne le cœur et que ça puisse à un moment lui être fatal. Les deux options sont possibles et ça dépend bien souvent de la possibilité de l'arbre de recouvrir si la blessure est propre ou pas, ou alors si la blessure est de petite taille ou de grande taille. Voilà. Donc là, l'œuvre, elle était récente, elle était de 2019, donc l'histoire ne dit pas encore sur cette œuvre ce que l'arbre va devenir, mais très probablement qu'il va développer ce qu'on appelle des dendro-micro-habitats, c'est-à-dire des petits habitats à l'intérieur de l'arbre qui pourront être exploités et utilisés par toute une biodiversité. Voilà. En tout cas, cet arbre-là, vous voyez, par la densité de son houppier, très probablement, il avait vraiment une belle tête, et probablement que, comme l'arbre précédent, il avait même une forme un peu en boule, qui aujourd'hui est un peu moins visible, parce que les branches basses ayant été coupées, du coup, il a une forme plutôt de demi-sphère. Et là, on arrive à une nouvelle œuvre. Alors, cette œuvre-là, je vais avoir plein de trucs à vous raconter dessus. Et notamment, je me suis lancé un petit défi. Je sais qu'Estelle a en possession des éléments qui, de la part de l'auteur, qui décrivent bien souvent les conditions dans lesquelles il a réalisé chacune de ses œuvres. Et là, je vais me lancer dans un petit défi. Je vais essayer de vous dire si l'auteur, notamment, à quelle période de l'année il a peint l'arbre, il a gravé l'arbre, mais en plus de ça, s'il était au nord ou au sud. Eh bien, l'œuvre me le dit. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je vous avoue que le stress est immense, puisque vous n'aurez pas d'ailleurs la réponse ici, mais Estelle, au moins, je vous enverrai un mail, au moins. Mais je vais essayer de relever ce défi. Alors, donc, c'est un dessin qui a été réalisé en 1801, et ça me permet de vous raconter plein de choses sur les arbres. Ce qui est, alors j'y suis particulièrement sensible, ce qui est assez chouette, c'est que vous voyez vraiment la structure et l'architecture de l'arbre, l'architecture des branches. Et quand on regarde cette architecture, on voit effectivement des branches un peu noueuses. On voit aussi un feuillage qui s'est développé, mais assez clair entre chacune des branches, assez typique du chêne. Vous avez par exemple, sur la gauche, sur la photo, un chêne, l'image d'un chêne, tel qu'on les connaît, tel qu'on les côtoie quand on est en forêt. Même en forêt, on peut avoir des arbres parfois à branches basses, il suffit qu'il y ait des puits de lumière, comme je vous présentais tout à l'heure, pour que ce soit possible. Ce qui est assez particulier chez le chêne, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est que le chêne détient sur ses feuilles des cellules photosensibles particulièrement développées qui lui permettent d'avoir une forme de proprioception de lui-même. Ça veut dire que de manière globale, alors attention, on est sur un végétal, on n'est pas sur un animal, donc je sais que là vous allez dire il fait de l'anthropomorphisme, mais l'arbre a une forme de conscience
de lui-même et de la forme globale qu'il a par l'intermédiaire de ces cellules photosensibles. Alors ce n'est pas une conscience comme la nôtre, hein, on est bien d'accord, mais de manière collective, il sait quelle est la place qu'il prend dans l'espace, grâce à ces cellules photosensibles. Mais en plus de ça, ça a une conséquence, c'est que le chêne, tout particulièrement, comme seulement 60 genres d'arbres parmi les milliers de genres d'arbres qu'on connaît au monde, fait partie de ces rares espèces timides. Ouais, le chêne est timide. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez une distance entre chaque branche qui est justifiée par le fait qu'il y ait ces fameuses cellules photosensibles, mais aussi par le fait que chez le chêne, les blessures sont longues à cicatriser. Le meilleur moyen d'éviter des blessures, c'est d'éviter que les branches soient trop proches les unes des autres. Et je vous invite d'ailleurs, lors d'une de vos prochaines balades en forêt, alors faites vite si vous voulez faire l'expérience prochainement, parce que là, ils ont encore leurs feuilles, dans un mois, ce sera terminé, de manière définitive. Mais si vous regardez les arbres et que vous regardez le ciel, vous constaterez qu'il y a toujours une zone claire, une zone de ciel visible entre chaque arbre adulte en forêt. C'est exactement ce même phénomène. En fait, pourquoi? Parce que quand il y a du vent, par exemple, eh bien, les branches peuvent s'entrechoquer. Et si elles s'entrechoquent, elles peuvent s'abîmer et à un moment, ces blessures entraîner la cassure d'une branche qui ne sera plus utile pour l'arbre et mobilisable pour l'arbre. Mais pour autant, est-ce que c'est grave pour lui? S'il y a une blessure et si une branche disparaît. Ce qui est assez remarquable sur cette œuvre, c'est que si vous regardez sur la partie basse, on distingue, notamment vraiment vers l'artiste, vers le peintre, on distingue plusieurs branches qui n'existent plus. Voilà. En tout cas, il y a encore des bribes de branches, mais il n'y a plus le feuillage au bout, il n'y a plus les petites branches qui sont porteuses des feuilles. Ce qui induit le fait que notre arbre, il a pu avoir ses blessures sans que ça lui porte un préjudice si important que ça. Je vais revenir sur ce petit détail-là un peu après. Par contre, à la même hauteur, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a d'autres branches, à gauche et à droite, qui, elles, sont feuillées sans aucun problème. Mais en tout cas, il y a bien cette distance entre les différentes branches. Alors, un autre élément relatif à la proprioception de l'arbre, et en particulier chez le chêne, c'est que vous imaginez bien que certains scientifiques se sont posé des questions sur ce qui expliquait cette distance entre les branches. Et en fouillant, ils se sont rendus compte d'un phénomène absolument hallucinant. C'est qu'en fait, votre arbre est composé d'une multitude d'individus totalement différents. Et ce qui est dingue, c'est que chaque branche est détentrice d'un patrimoine génétique un peu différent d'une branche à l'autre. On s'est rendu compte, en regardant le génotype des feuilles de chaque branche, que chaque branche développait des adaptations liées au fait qu'elle soit en plein soleil, à l'ouest, à l'est ou au nord, en fonction de cette exposition au soleil, en fonction de tout un tas d'autres pressions. Il suffit qu'un côté de l'arbre soit proche d'un talus, soit proche d'un chemin, qu'il y ait par exemple des contacts réguliers avec, pourquoi pas, une voiture, une calèche ou quelque objet que ce soit qui frotte, qui puisse abîmer les branches, eh bien les feuilles progressivement modifient un petit peu leur développement génétique au fur et à mesure que la branche grandit pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Et d'ailleurs, toutes les graines qui seront émises par l'arbre détiendront un patrimoine génétique qui aura en lui-même les adaptations relatives aux fameuses conditions dans lesquelles elles ont poussé. Ce qui nous fait dire, et alors ça, c'est ultra récent, puisque ça n'a été publié qu'au début 2021, de manière certaine, on savait qu'il y avait un patrimoine génétique différent, et bien là, ça y est, on en a vraiment la démonstration. Et donc, maintenant, les botanistes en viennent à considérer qu'un arbre n'est pas seulement un arbre, mais que c'est une communauté de branches qui sont toutes différentes génétiquement, qui sont toutes des individus différents, mais qui ont par nécessité l'obligation de s'associer pour profiter et puiser tous les éléments dont elles ont besoin
à travers l'existence du tronc qu'elle se partage et des branches qu'elle se partage. Je vous avoue qu'en lisant ça, je suis tombé de ma chaise. En tant que forestier, inévitablement, ça bouscule un tout petit peu, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on n'a pas un individu. Nous, on a l'habitude, en fait, dans le monde forestier, de parler d'individus arbres. Donc là, on a un individu arbre, et ben maintenant, on ne peut plus le dire. Voilà. Donc il faut qu'on réécrive tous nos livres. Et je crains, du coup, dans mon livre, d'avoir, à un moment, d'ailleurs, fait l'erreur aussi. Voilà, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, bref, en tout cas, c'est un premier élément dont je voulais vous parler. Mais ce qui est là aussi très intéressant, c'est que votre arbre, du coup, avec ces conditions-là, peut conserver les traces de contraintes ou de pressions auxquelles il a été exposé. Et là, vu la forme de l'arbre, on a affaire à un chêne bien gros, très probablement qui a aussi été soumis à différentes contraintes, et notamment l'une d'elles qui a pu contribuer à le fragiliser, particulièrement, notamment les branches basses, mais pas que. L'ensemble de l'arbre. Notamment la présence de chenilles. Alors là, il faut que je vous parle un tout petit peu d'un phénomène. La chenille, en fait, elles sont relativement présentes en zone de forêt. Alors, on n'a pas trop de démonstration de défoliation à cause de la présence de chenilles, mais ça peut arriver. Cela dit, il y a tout un tas de prédateurs dont on parlera un peu après qui contribuent à la régulation. Mais l'arbre ne compte pas que sur les prédateurs pour réguler ces espèces. La chenille a tendance à se développer toujours aux dépens de l'arbre. Il faut savoir que dans un peuplement forestier, par exemple, quand vous vous promenez, on peut compter jusqu'à 1 million de cette espèce de chenille là à l'hectare. C'est une tordeuse verte du chêne. C'est considérable. Et chacune d'elles va grignoter la feuille des arbres au fur et à mesure du développement des feuilles. La manière dont ça marche, c'est qu'en avril, le rythme biologique de la chenille est calé complètement sur celui de l'arbre. Et que la femelle, l'été précédent, a pondu un œuf juste sous un bourgeon pour permettre, au moment où la quantité de soleil est suffisante au printemps, au moment où le bourgeon, du coup, va déclencher l'ouverture, ce qu'on appelle le débourrement, va permettre à la chenille de se développer tout de suite, de sortir de l'œuf, parce qu'elle est calée sur le même rythme, et d'aller à l'intérieur du bourgeon pour grignoter les premières feuilles. Puis ensuite, elle va sortir du bourgeon, d'autres feuilles vont réussir quand même à se développer, et au fur et à mesure, elle va grignoter, provoquant les trous qu'on peut parfois observer sur les feuilles des arbres. Et ça, chaque espèce subit ce phénomène-là. L'arbre en question, probablement qu'il l'a subi, mais pour qu'il tienne aussi longtemps, c'est qu'il a développé des outils et des armes lui permettant de résister. Et parmi ces différents outils, il y a la formation de molécules lui permettant de durcir les feuilles pour empêcher à l'arbre de se faire dévorer, pour empêcher à la feuille de se faire dévorer. Alors, c'est ce qu'on appelle les fameux tanins que j'ai évoqués un tout petit peu tout à l'heure. C'est des molécules assez complexes, qui sont très très dures et qui rendent la feuille particulièrement indigeste. Elle est très très compliquée à grignoter et puis il faut se les farcir les tanins quand on commence à les grignoter. Mais il y a une deuxième conséquence à ça, c'est que votre arbre, pour réussir à se défendre, il utilise parfois des principes assez simples, notamment en changeant la concentration de certains atomes qui sont nécessaires au développement de la chenille. C'est le cas notamment de l'azote, c'est le cas du potassium, dont la chenille a besoin pour sa croissance. Et donc il perturbe aussi la croissance de la chenille pour ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais allez, je vais vous passer la diapo suivante, ça va un tout petit peu présager de ce dont je vais parler par la suite, mais tant pis. Si vous voyez la forme de l'arbre, et le contexte dans lequel il a été peint, vous voyez que l'arbre en fait est au bord d'un talus et que probablement en bas à gauche on a le chemin sur lequel était le peintre pour dessiner l'arbre en question. Et en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'arbres comme ça étaient plantés le long des chemins pour faire de l'ombre aux animaux. En plus de ça, très probablement, du coup, les gens aimaient bien se mettre tout simplement dessous pour profiter des bienfaits de l'arbre et notamment de cette ombre. Ce qui veut dire que du coup, plein de gens ont profité de l'arbre. Alors pourquoi je vous parle de ça à ce moment-là? Simplement parce que parmi les molécules fabriquées par notre arbre pour se défendre, revenons à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la vitesse de circulation de la sève. La sève circule à 2 cm par minute. Autrement dit, sachant que, par exemple, quand une feuille est attaquée sur une partie de l'arbre, sur une branche, il faut, alors qu'elle vient d'être attaquée, transmettre une information. Imaginons que l'information circule par la sève. Elle passe par la branche. Cette branche qui n'est connectée qu'à une toute petite partie du tronc, donc les vaisseaux qui sont du côté de la branche, ça descend au niveau des racines, et elle doit en fabriquer un sacré paquet pour avoir la chance, par l'intermédiaire des fluides à l'intérieur du sol, rejoindre les autres racines et avertir toutes les autres branches en disant « Attention, attaque de chenille ». Et là, ça peut vite se compliquer. Ça peut prendre des jours en fait. Donc inutile de vous dire que l'arbre, il est cuit très très vite. Donc il a inventé un nouveau système qui est la fabrication de molécules, de molécules volatiles. Voilà. Et ces molécules volatiles, il y en a de plein de sortes. Alors je vais vous en citer plein parce que les scientifiques souvent aiment bien les noms un peu compliqués. Et donc du coup ça m'amuse. Mais donc il y a des alpha-pinènes, des bêta-pinènes, des terpènes, des diterpènes, des triterpènes, des carotènes, des huiles essentielles. Toutes ces molécules sont à base d'alcaloïdes qui sont diffusés dans l'air. Et elles sont toutes porteuses à chaque fois d'un message précis. Par exemple, attention, attaque de chenille. D'autres vont dire attention, attaque de coléoptère saproxylique. Alors c'est un terme un peu barbare sur lequel je vais revenir juste après la fin de la démonstration. C'est le type de bestiole que vous avez sur la gauche sur un autre dessin. Et chaque message étant précis, au moment où les molécules, où les feuilles qui se trouvent à proximité immédiate détectent ces molécules, elles traduisent tout de suite l'information par attaque de chenille, vite, fabrication de tanins pour résister aux chenilles. Et ça va très vite, ça prend seulement quelques minutes. Et dès que ces feuilles de proche en proche détectent ces molécules, à la fois elles fabriquent des tanins, mais en plus de ça, elles refabriquent des molécules, ces fameuses molécules à nom barbare, qui vont servir par la suite à informer les autres branches voisines. Et de proche en proche, l'arbre va être prévenu en quelques minutes ou quelques heures du danger auquel il commence à être exposé. Et il a tout intérêt à fabriquer très vite les tanins et à changer la concentration en azote et en potassium pour permettre ensuite à l'ensemble de l'arbre de devenir beaucoup plus résistant face à l'attaque des chenilles. Et clairement, pour que notre arbre soit aussi gros, un chêne qui... dans le dessin, en fait, à l'horizon, on voyait qu'il y avait probablement une forêt, ou en tout cas qu'il y avait des paysages arborés. On les détecte plus ou moins là à l'horizon. Ça veut dire qu'il y avait plein d'arbres et que très probablement, le papillon, qui est un simple papillon de 2 cm, et demi d'envergure, lui, il a la capacité d'aller jusqu'à 1, 2, 3 km, donc en fait de venir jusqu'à cet arbre-là, et que cet arbre était soumis à ces pressions. Je vais finir autour de tout ça simplement par un élément. Toutes ces huiles essentielles, ces alpha-pinènes, ces terpènes, etc., qui sont produits par les arbres et qui sont volatiles, ont une caractéristique, c'est qu'ils sont transmis dans l'air. Et que probablement que les gens qui se mettent dessous pouvaient les respirer. Quand vous allez en forêt, vous en respirez en fait de ces molécules. Toutes ces molécules, on les réunit dans un groupe de molécules qu'on appelle des phytoncides. Et ces phytoncides sont identifiés par nos organismes comme des molécules potentiellement agressives. Et ça a une conséquence, c'est qu'on produit automatiquement des molécules, des cellules qui constituent le premier rempart de notre système immunitaire, c'est-à-dire des lymphocytes NK, ces fameuses cellules tueuses, qui, dès qu'on fait l'objet d'une attaque d'un virus, d'une bactérie ou de quoi que ce soit, c'est les premières qui constituent le rempart pour limiter la propagation de la maladie
et permettre à notre corps de commencer ensuite à produire les lymphocytes spécialisés qui permettront vraiment de s'attaquer au virus ou aux germes auxquels on est exposé. Donc autrement dit, là, notre peintre, au moment où il a peint, où il a dessiné son arbre, il n'était pas très loin de l'arbre, et alors je ne peux pas encore vous dire d'où venaient les vents dominants à ce moment-là, mais par contre, en restant longtemps, très probablement, il a profité des phytoncides et il a amélioré son système immunitaire. C'est quand même dingue. Et probablement qu'il a passé du bon temps aussi au pied de cet arbre. On ne peut probablement pas considérer que c'était stressant pour lui d'être au pied de cet arbre. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est que votre arbre, une fois qu'il a des trous dans les feuilles, et qu'à la limite, la chenille a été éliminée, il faut bien qu'elle cicatrise, parce que sinon vos feuilles, elles ont des blessures dans lesquelles d'autres germes peuvent s'introduire, par exemple des virus, des bactéries, des protozoaires, d'autres insectes qu'on appelle des mineuses et qui ont la particularité de manger les cellules de l'intérieur en ayant profité d'une brèche de ce type. Donc la feuille, dès que l'attaque est terminée, produit un petit courant électrique porteur de ce qu'on appelle des ions négatifs, qui sont tellement légers qu'il suffit d'un coup de vent pour qu'ils soient embarqués par le vent et diffusés dans l'espace, dans le volume d'air. Et là aussi, on peut les respirer. Et sachez que de respirer ces ions négatifs a une autre conséquence, de réduire notre sécrétion de cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress chronique, qui est le poison terrible auquel on est tous exposés quand on est un peu stressé. Prenez-vous des bains d'arbres et ça ira beaucoup mieux. Donc, ce qui me permet de dire d'ailleurs que du coup, tous les artistes qui ont peint ces œuvres ont profité de ce double phénomène. Et alors, donc, autre point important, le cortisol et le stress associés, du coup, ça entraîne les maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, eux, en étant là, ils ont réduit leur risque de maladies cardiovasculaires. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. C'est toujours bon de le savoir, comme ça vous saurez encore plus pourquoi vous vous sentez bien quand vous allez en forêt. Voilà. Mais donc j'avais un tout petit peu anticipé avec cette diapo, et je vous ai parlé tout à l'heure des tanins qui peuvent être fabriqués par les arbres pour durcir le bois, durcir les feuilles et mieux résister aux attaques. Mais parmi les organismes qui peuvent attaquer, il y a notamment les insectes qui se trouvent sur la gauche. En fait, la production de ces fameuses molécules volatiles qui renseignent les feuilles voisines de la présence d'une attaque, elle constitue un principe qui finalement est un tout petit peu pernicieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où elles sont volatiles, elles peuvent être embarquées. Nous, on peut les respirer, mais d'autres aussi, notamment les insectes. Parmi eux, les coléoptères saproxyliques. Les coléoptères saproxyliques, le mot saproxylique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des organismes qui dépendent directement du bois dépérissant ou du bois qui est en train de mourir. À peu près 25 à 30% de notre biodiversité dans les forêts dépend de ces stades dépérissants ou morts. Et généralement, ce ne sont que des espèces rares. Elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de la forêt. Mais en fait, notamment sur le dessin que vous avez à gauche, alors pour info, si vous vous demandez qui en est l'auteur, je suis l'auteur, donc comme ça il n'y a pas de problème de droit, je le dis à Estelle. Je te l'offre. En fait, les longues antennes que vous voyez sont en réalité des détecteurs de ces molécules. Autrement dit, l'arbre émet ces molécules pour avertir les feuilles en disant « attaque », par exemple, de coléoptères, vite, fabriquez des tanins. Nos cellules de nos feuilles fabriquent des tanins. Parfait. Sauf qu'un petit peu plus loin, un coléoptère, ici un cérambycidé, qui va avoir la particularité d'aller pondre sur l'écorce pour ensuite que la larve aille grignoter le bois jusqu'au cœur. Et ce cérambycide détecte via ses antennes ces molécules. Et pour lui, ça veut dire quoi ? À table. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte le flux de ces molécules odorantes pour aller jusqu'à l'arbre qui l'a émis et trouver l'entrée, l'espace qui est probablement le plus, qui lui conviendra le mieux pour que les larves ensuite puissent se développer. Ce qui est assez amusant et rigolo, c'est que généralement,
quand vous avez un cérambicide qui détecte ces molécules, vous avez aussi tout un cortège d'insectes prédateurs et parasites qui les détectent aussi en se disant, à table, je vais avoir des proies à ma disposition. Et bien souvent, quand vous avez du bois mort qui apparaît sur un arbre, eh ben généralement, ça génère l'arrivée massive de tout un tas d'insectes, comme je vous disais, qu'on appelle saproxyliques, et qui vont se nourrir de ce bois mort. Et là, vous voyez bien sur le dessin que la partie basse de l'arbre, les branches basses, sont mortes, et probablement qu'elles ont fait l'objet de toutes les attaques que je viens de vous décrire, et que progressivement, elles font l'objet d'une double dégradation mécanique, par le vent, la pluie, qui progressivement abîme l'arbre mécaniquement et les tissus vont se dégrader, mais qui en plus fait l'objet d'une décomposition biologique par tous les organismes qui vont venir décomposer le bois mort. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à la limite, l'arbre, au regard de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que chaque branche est individualisée, au final, pour le multiple organisme qui est l'arbre, perdre une ou deux branches, ce n'est pas un problème. Ça ne le fera pas crever. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs, quand vous vous promenez en forêt, dans beaucoup des forêts, notamment domaniales, qui sont des forêts issues des forêts royales, enfin des temps de la royauté, souvent les forêts étaient gérées à l'époque avec des grands arbres, ce qu'on appelait des arbres de futaie, et puis en dessous des plus petits arbres qui étaient recépés régulièrement. C'est-à-dire tous les 30 ans, on venait pour faire du bois de chauffage. Et on laissait pousser ces gros arbres qui pouvaient servir pour fabriquer du bois de marine, du bois de construction. Avec pour conséquence, progressivement, que les arbres de taillis, c'est-à-dire ceux qui étaient coupés tous les 30 ans, montaient jusque sous les houppiers, la base des houppiers, privant la partie basse de l'arbre, donc les premières branches, de la lumière nécessaire à leur développement. Et ces arbres-là, généralement, ont des branches basses qui meurent de manière naturelle. Exactement comme sur le dessin, quelque part, où là, vous voyez que des branches ont été abandonnées, celles qui sont vers l'auteur, alors que les branches qui sont à gauche et à droite n'ont pas été abandonnées. Celles qui sont vers l'auteur à un moment ont manqué de lumière, probablement ont été prises à un moment d'une forme d'embolie. Il suffit qu'à un moment, par manque de lumière, il y a un problème dans la circulation de la sève pour qu'il y ait des bulles d'air qui s'incorporent dans les vaisseaux, et puis à un moment, du coup, la sève ne pouvant plus passer, le vaisseau est abandonné, et progressivement, ça entraîne des difficultés, puis des alertes, l'émission de molécules de détresse qui entraînent l'arrivée des coléoptères. Puis à un moment, la branche meurt définitivement. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que ces branches aient été abandonnées? Alors, pourquoi pas un peu les blessures liées au passage répété des carrosses, puis des voitures ou des camions sur la zone. Voilà, on était en 1801, ce n'est pas les camions. Et puis les branches, si vous regardez bien, elles sont un peu plus hautes que notamment la branche qui est à gauche de l'image, qui elle arrive quasiment jusqu'à la hauteur du chemin, qui elle ne fait pas l'objet de blessures, ou en tout cas ça ne se traduit pas par l'abandon des branches. Donc, ce qui peut justifier le fait que ces branches aient été cassées, et d'un manque, enfin c'est un manque de lumière qui n'est pas nécessité la réparation par l'arbre. Donc, ces branches se trouvent au nord. Et donc, très probablement, notre auteur se trouve au nord de l'arbre au moment où il l'a dessiné. Au moment où il a décidé de le dessiner. Voilà. Et en plus de ça, très probablement, on était donc en pleine feuillaison, on était au moins en été, voire à l'automne, au moment où le dessin a été fait, voire plutôt effectivement en fin de saison. Pourquoi? Parce que si on était beaucoup plus tard, enfin si on était plutôt en saison, notamment en plein été, l'ombre portée serait probablement plus importante au niveau du sol. Et là, si vous voyez, il y a une ombre qui se dessine, qui est vers le chemin, vers la gauche, qui indique probablement que du coup, si l'artiste est au nord, du coup, au moment où il a dessiné, le soleil était sur sa droite, donc à l'ouest, ou sud-ouest. Voilà. Donc on était plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà.
Voilà. Et là, j'espère que je ne me suis pas planté quand Estelle va regarder sur les petits carnets à quel moment, enfin, quelles sont les notes prises par l'auteur. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez, sur cet arbre-là, j'ai tenu un certain temps parce qu'on avait énormément de choses à raconter. Et en fait, la vie d'un arbre, elle est très complexe. Et sans le savoir, l'artiste là nous a raconté plein de choses sur la vie biologique de cet arbre. On va passer à une autre œuvre, donc là de Claude Monet, à Fontainebleau. Alors, je vais en profiter pour juste faire un petit aparté. Là, je vais commencer non pas en vous parlant de, de la biologie ou de ce que me disent ces arbres, mais simplement du contexte de peinture. On est à une période de l'émergence de ce qu'on appelle les peintres de Barbizon. C'est une époque qui est assez intense de production artistique qui aboutit à toute une réflexion d'ordre écologique sur la nécessité d'être beaucoup plus attentif, non pas que aux arbres, mais aussi aux forêts et de la nécessité de les préserver. Pourquoi ? Parce que les arbres et les forêts sont belles. Et donc, ils ont mobilisé une énergie assez intense pour obtenir, dans ces années-là, les premiers classements de réserves dans les forêts gérées par l'État. Et on voit émerger à cette époque-là, uniquement à Fontainebleau, ce qu'on a appelé des réserves artistiques. Voilà. Et ici, vous avez notamment l'un des exemples des œuvres issues de ce courant de pensée qui a été à l'émergence de toute la réflexion sur la création de réserves dans un objectif de protection de la nature qui n'arrivera que très longtemps après en Europe. À la même période d'ailleurs, de manière assez amusante, on a le même type de réflexion en Amérique du Nord, et il y a toute une émulation autour de John Muir, de Henri David Thoreau, qui veulent aussi aboutir notamment au classement de parcs nationaux en vue de protéger la nature. Eux, c'était vraiment pour protéger la nature, là-bas en Amérique du Nord. En Europe, c'était à vue artistique. Mais cela dit, on voit quelque chose, un élément particulièrement intéressant sur cette œuvre. Du coup, vous voyez que l'artiste s'intéresse tout particulièrement aux arbres, enfin à tous les arbres. Notamment, on voit bien sur le devant du tableau un arbre assez magnifique. Je ne vais pas forcément trop le détailler. Vous voyez devant un chemin. Je pense qu'on est dans un contexte assez similaire, finalement, à ce qu'on a vu sur les quelques arbres précédents de bord de chemin. Ils sont baignés de lumière, donc ils développent un houppier assez bas, un tronc assez massif, mais du coup on a des branches basses assez rapidement, voilà, qui sont bien denses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en arrière-plan, il y a un arbre un peu particulier. Un peu particulier parce qu'il y a deux masses noires que l'artiste a mis en avant. Alors, on ne sait pas, parce que le chêne qui est devant le camoufle, on ne sait pas si l'arbre est mort ou pas. Par contre, très probablement, il y a au moins un trou sur la partie noire qu'on distingue au milieu du tronc. Je pense que vous le voyez tous. Alors ça doit m'amener à vous raconter une autre histoire. Cette autre histoire, elle met en scène d'abord, à nouveau, mon Coléoptère saproxylique, qui vient et qui abîme l'arbre progressivement. Et en fait, ça peut entraîner, dans certains stades, la mort de l'arbre. Mais derrière la mort de l'arbre, en réalité, il y a tout un tas d'autres organismes qui viennent et qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème. Notamment certaines espèces qui sont prédatrices de ces fameux coléoptères saproxyliques et qui contribuent à la régulation justement de ces entre guillemets vermines qui peuvent abîmer les arbres. Notamment des oiseaux, comme le pic-et-pêche que vous avez là. Le pic-et-pêche, donc c'est un oiseau, c'est ce fameux, comme le pic-vert, qui est une espèce un petit peu plus connue. On a toute une série d'oiseaux de la famille des pics qui ont la particularité d'avoir un bec en forme de ciseaux à bois qui leur permettent de nettoyer un peu les arbres. Et alors, dans la vie de ce pic, il se passe une chose assez amusante, c'est qu'au moment de la nidification, la femelle ne peut pas quitter le nid plus de 2 à 3 minutes. Au-delà de ce temps,
en fait, les œufs deviennent clairs, ils baissent en température et du coup, l'embryon crève dans l'œuf. Donc la femelle, elle doit trouver de quoi manger à proximité immédiate de l'arbre dans lequel elle va nicher. Pour ça, souvent, elle va soit sur des branches mortes, sur des arbres qui sont présents dans l'environnement, soit elles vont sur des arbres morts qui, là pour le coup, détiennent suffisamment de larves de ces insectes pour pouvoir s'alimenter. Ce qui est drôle, c'est que chez les pics, madame est très exigeante sur la qualité de son habitat. Ça a pour conséquence que monsieur doit se décarcasser à forer plusieurs loges de pics généralement pour être sûr qu'à un moment il y en ait une qui plaise à madame. Et donc ça a pour conséquence que le pic va chercher un arbre mort pour attirer, un arbre mort qui est susceptible de correspondre à un habitat de nourrissage idéal pour la femelle au moment de la nidification. Dès qu'il va avoir trouvé cet arbre mort, il va chercher sur les arbres à proximité, 30, 40 ou 50 mètres maximum, un endroit dans lequel il va trouver une petite fragilité qui va l'économiser au moment où il va forer sa cavité. Et une fois qu'il a trouvé cette fragilité, il va forer sa loge, ça va lui prendre quelques jours, parfois 3-4 semaines grand maximum, et du coup il va pouvoir la proposer à la femelle. Ça a pour conséquence que quand vous êtes en forêt et que vous voyez une loge de pic sur un arbre, comme on a l'air de le distinguer sur l'œuvre que vous avez là, ça traduit bien généralement le fait que du coup un pic à un moment s'y est installé parce qu'il y avait à proximité des arbres suffisamment gros avec des branches mortes susceptibles d'accueillir ces fameux insectes, voire des arbres morts susceptibles là aussi d'être attractifs pour ces oiseaux qui viennent se nourrir de ces insectes. Donc, dans le tableau de M. Monet, très probablement, si on fouillait, ou en tout cas s'il avait élargi l'angle, probablement qu'on aurait vu effectivement 1, 2, 3 arbres morts à proximité de l'arbre en question, ou alors des arbres suffisamment gros avec des branches basses mortes pour que ce soit attractif pour notre pic. Ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que vous voyez à quoi ressemble une loge de pic, sur la photo que vous avez là à droite. Bien souvent, une fois que le pic a foré sa loge, l'arbre, qui a pour habitude toujours de cicatriser pour éviter que la corruption s'installe à l'intérieur de l'arbre, il a tendance à... j'accélère un tout petit peu. Il a tendance à refermer pour éviter la corruption. Sauf pour les loges de pic. Et ça, c'est un vrai mystère. Pourquoi l'arbre ne rebouge pas alors qu'il y a un trou qui a été fait par un pic au départ? L'une des raisons avancées, c'est qu'en réalité, votre loge de pic est l'occasion pour plein d'autres espèces de venir nicher ou se reproduire. C'est le cas des chauves-souris, notamment cette petite chauve-souris qu'on appelle le murin de Bechstein, ou les mésanges, comme la mésange charbonnière que vous avez en dessous. Mésange charbonnière qui a la particularité au moment de la nidification de manger entre 5 à 8 000 chenilles au moment de la reproduction, pendant 3 semaines, entre elle et ses petits. Le murin de Bechstein, qui vit en colonie, de 150 à 200 individus, va manger pendant la période de présence de tordeuse verte du chêne 1 250 000 chenilles. Et là se pose clairement la question pour les biologistes de y aurait-il une sorte d'accord diplomatique entre l'animal, qui est le pic, et l'arbre, assurant le maintien de la cavité pour permettre d'accueillir tous les prédateurs qui seront indispensables à la survie sur le long terme de l'arbre, qui est susceptible de subir tout un tas de pressions par tous les insectes qui viennent le dévorer parce qu'il est très appétissant. Voilà. Et bien la question reste ouverte. Et du coup, j'en reste là et je vous remercie de votre attention.
quoi dire. Je suis complètement... Les mots me manquent. Merci beaucoup, Laurent. Pour moi, c'est un peu de Noël avant l'heure, clairement, parce qu'en fait, des quantités. Je ne sais pas si vous êtes sous le même effet que moi, une quantité de découvertes et de savoir absolument incroyable. Ce qui pour moi est intéressant, alors si jamais vous voulez partir, il n'y a aucun problème, mais par contre, il faut qu'on reste un peu dans une sorte d'ambiance relativement calme, super. Ce qui est pour moi vraiment très puissant, pour moi en tant qu'historienne de l'art, mais je me permets aussi de dire pour vous en tant qu'étudiant artiste, c'est que ce qu'on voit à travers tout ce que nous a dit Laurent, c'est qu'en fait les formes des vivants ont des significations, sont signifiantes et elles ont des significations qui sont propres à ces vivants. Là où en art, énormément, on attribue, nous, humains, des significations aux formes qu'on représente sur la toile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, bien sûr, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que ces formes n'ont pas de signification qu'elles en ont, et que quand nous, on en décide de leur en donner d'autres, c'est pas pour venir combler un manque, mais c'est par décision artistique. Donc c'est ça qui est complètement incroyable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous travaillez avec du vivant dans vos œuvres, dans vos travaux, à chaque fois vous manipulez des formes qui, dans le moindre détail, c'est exactement ce que nous a montré Laurent là, dans le moindre détail, possèdent des significations qui révèlent en fait, et c'est ça donc un des significations qui sont propres à cet être vivant, deux qui révèlent des comportements. Et c'est d'autant plus incroyable quand on parle d'un chêne, parce qu'on nous a appris à voir les plantes, et donc les arbres aussi, comme ces êtres parfaitement passifs, immobiles, inanimés, parce qu'on est des animaux et pour nous on associe fondamentalement la vie au mouvement. Et ce que tu nous as montré là de à peu près 2000 façons, c'est que en fait sous cette apparente impassibilité, en fait il y a une myriade de comportements qui ont lieu à chaque instant et qui à la fois ne sont pas perceptibles par nous dans l'immédiat, mais qui sont lisibles, comme vient de le faire Laurent, par tout un tas de signes, d'indices laissés dans le corps de l'arbre. Donc c'est absolument... Enfin, voilà. Moi j'en ai pour des semaines à processer tout ce que je viens de dire. Ce qui m'a fasciné aussi, j'ai pas vraiment de questions, j'ai juste beaucoup de fascination. Si tu me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Sûr. J'ai eu la grande chance de rencontrer il y a une vingtaine d'années un biologiste qui s'appelle Francis Allais, que vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un de renommée mondiale et pour cause, c'est mérité. Et qui m'avait dit, Laurent, pour vraiment bien comprendre un arbre, pour comprendre l'autre individu, il faut le dessiner. Alors je dessinais déjà les arbres, mais en n'ayant pas conscience du fait qu'en le dessinant vraiment et en le regardant, j'aurai la possibilité de détailler chaque branche et de comprendre pourquoi la branche avait poussé de cette manière, ce qui justifiait la forme actuelle de la branche en question. Et en fait, chaque branche raconte une histoire. Et en cumulant toutes les branches, c'est là qu'on arrive, en menant l'enquête, à comprendre un petit peu l'histoire de l'arbre et puis du coup à détecter tous les indices, toutes les bribes d'histoire que j'ai pu vous raconter. Non mais c'est très juste ce que tu dis, et d'ailleurs il y a donc John Ruskin qui est un artiste, dessinateur, théoricien aussi de la peinture, anglais du 19e, qui dit que quand il dessine un arbre, il dit quand je dessine un arbre, je sens qu'il y a des lois invisibles qui me dépassent, qui dessinent pour moi. En fait que justement, il y a quelque chose, il y a un comportement propre à l'arbre et un sens propre à l'arbre qui est que quand on veut dessiner de manière figurative et illusionniste un arbre, on se retrouve en fait à suivre des lignes de comportement qui existent déjà et qu'on n'est pas en train d'inventer formellement.
John Ruskin. Ruskin. Et bon, non, parmi les autres choses incroyables, par exemple, si vous prenez, quand tu vas parler des moignons dans l'œuvre de cet artiste néerlandais dont malheureusement je ne sais pas prononcer le nom, ce qui est incroyable, c'est que justement cette forme un peu, on dirait, torturée de l'arbre, c'est typiquement, ça a été un des motifs en histoire de l'art de ce qu'on a appelé toute l'esthétique pittoresque au XVIIIe siècle notamment, et après au XIXe, où justement vous allez avoir tous ces dessinateurs et ces peintres qui vont aller chercher des arbres qui ont des formes particulièrement, comment dirais-je, alambiquées, qui, je ne sais pas comment dire, qui prennent une forme d'arabesque et de choses comme ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est que en fait, cette forme torturée, pareil, elle raconte une histoire propre à cet arbre, elle est porteuse de signification, et ce n'est pas seulement une sorte de fantaisie esthétique en fait. Donc il y a plein de reconfigurations à partir de ce que tu viens de nous dire, de comment on a l'habitude de saisir, de lire les formes des arbres et du vivant en général en art. Une autre chose incroyable, c'est à quel point il y a des différentes temporalité au sein même de l'arbre, parce que tu parlais de cette temporalité très lente de la montée de la sève et de la temporalité très rapide de ces composés chimiques volatiles. Voilà. Bon, bref, je suis complètement séchée, disons-le. C'est vrai que sur la temporalité, c'est difficile d'appréhender le fait que finalement pour un arbre, notamment moi, mon chêne au pied duquel je vais régulièrement, d'ailleurs dont je raconte l'histoire là dans le livre, comme ça vous avez c'est le petit moment pub 10 secondes. Et, c'est un arbre que j'ai estimé à 240 ans. Pour qu'il arrive à 240 ans, en fait ce qui est fou, c'est qu'à la fois on a l'impression du coup de quelque chose de très lent, mais en même temps qui s'inscrit complètement dans l'histoire, dans une temporalité qui nous dépasse complètement, qui dépasse l'échelle humaine. Et en même temps, c'est fou comme il se hâte d'être lent, ou comme il est lent dans sa rapidité de réaction en fonction des stimuli auxquels il est exposé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile d'appréhender pour nous. Vous voyez, par exemple, vous avez un moustique qui arrive, qui vous pique. Dans les secondes qui suivent, l'information nerveuse qui arrive jusqu'à votre cerveau entraîne la réaction. Voilà, vous tapez pour vous en débarrasser. Et bien chez le chêne, à la fois la réaction est ultra rapide, il sent très très vite qu'il se fait grignoter, et la réaction de diverses manières, elle est à la fois très lente et très rapide. Nous, on est obligé c'est un peu d'actualité, mais régulièrement de solliciter notre système immunitaire pour se prémunir face à certains dangers. Lui, il garde la mémoire des attaques passées et il s'adapte. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, par exemple, mais les chênes, particulièrement, gardent en mémoire les attaques passées si elles ont été très fortes quand ils étaient jeunes. Eh bien, il est capable de décaler l'émergence des feuilles, donc ce qu'on appelle le débourrement, pour leurrer la chenille de tordeuse. Ça veut dire qu'en fait, l'arbre sait que cette année, ça va être une année à tordeuse, et du coup, il décale de 3 semaines l'ouverture des bourgeons, alors que l'année précédente, il ne l'a pas fait. Mais là, il sait que ça va être une bonne année. Donc, il décale l'émergence des bourgeons, l'ouverture des bourgeons, ce qui fait que la chenille qui arrive sur le bourgeon, qui en a impérativement besoin parce qu'elle est calée au niveau de la météo avec ce stimulus météorologique, ça y est, c'est l'heure. Donc elle sort, elle arrive au niveau du bourgeon, il y a une cire protectrice, elle ne peut pas rentrer, et puis ça ne s'ouvre pas. Elle meurt de faim. Alors l'arbre, ok, a perdu un petit peu de temps de production, de fabrication de molécules via la photosynthèse, mais il s'est économisé toute la fabrication de molécules qui durcissent les feuilles, mais qui ralentissent sa capacité à produire des sucres et des réserves, notamment d'amidon, qui vont ensuite aller vers le tronc et vers les racines. Mais en plus de ça, ça lui évite d'avoir à fabriquer les fameuses molécules volatiles que des insectes qui sont sensibles à leur présence et qui traduisent la présence d'un arbre affaibli,
pourraient arriver jusqu'à lui. Voilà. Enfin, ça va loin, quoi, dans Oui, leur c'est- manière de vivre. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à intégrer. Est-ce que vous êtes moins séché que moi? Est-ce que vous avez des questions à poser à Laurent? On est tous dans un état de sidération, je crois. On n'arrive pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Merci pour votre présence, bonsoir. C'est une question à laquelle vous n'avez peut-être pas encore de réponse parce que l'information est récente, mais je reviens sur ce que vous disiez sur les spécifications d'ADN des branches. Et je me demandais si à chaque génération de brindilles, si c'était comme une génération comme nous on l'entend. Pardon, je suis... si l'ADN changeait entre chaque génération de brindilles, de la plus grosse à la plus fine, voilà, comme un lien de parenté ou pas. En fait, la manière dont ça se passe, c'est que l'arbre, il opère des essais en permanence. On va imaginer, alors reprenons par exemple l'arbre, voilà, celui-ci. Donc cet arbre-là, imaginons qu'une autre branche, pour le coup, pour une autre raison, côté sud, par exemple, se casse. Ça offrirait une brèche pour que le soleil arrive directement sur le tronc. À partir du moment où le soleil arrive sur le tronc, sur l'écorce, il y a comment dire, il y a ce qu'on appelle le chlorenchyme, qui est qui sont comme des molécules d'écorce, enfin des cellules d'écorce dotées de chlorophylle, qui vont permettre à l'arbre de tenter la formation d'un rameau, qui va s'exprimer, qui détient bien sûr le patrimoine génétique de l'arbre. Sauf que très vite, les feuilles vont être soumises à un ensoleillement direct, alors que des feuilles qui seraient plein nord ne seraient pas soumises à un ensoleillement direct. Ce serait un ensoleillement filtré par les feuilles qui sont au-dessus. Et à partir de là, alors qu'il y a le pot commun génétique, va s'opérer la sélection sur certaines protéines de l'ADN de l'arbre, avec sa signature identitaire, on va dire collective. Ce qui n'est pas facile à dire, ça, déjà. Ouais. Enfin, vous avez compris le sens de ce que je veux dire. Et donc, certaines protéines vont être stimulées ou pas, entraînant, du coup, l'émergence de certaines caractéristiques qu'on appelle phénotypiques, c'est-à-dire que voilà, complètement adaptées à une situation, par exemple, de très fort ensoleillement, et avec, par exemple, dans les années qui viennent, le changement climatique qui entraîne des ensoleillements particulièrement durs, la nécessité pour ces feuilles-là de produire une petite cire de protection comme une crème solaire qui va permettre de protéger la feuille, mais beaucoup plus que les feuilles qui seront plein nord. Et cette inscription phénotypique va à un moment s'inscrire complètement dans l'ADN de la feuille et aussi de tout le produit de la branche avec la feuille, qui va faire qu'à un moment, même la production de graines, c'est-à-dire les glands qui vont être produits, vont tomber au sol avec ce patrimoine-là. C'est-à-dire la capacité à développer beaucoup plus vite ces protéines nécessaires pour la production de cire protectrice contre cet ensoleillement très fort. Ce qui veut dire qu'en fait, là par exemple, vous voyez par rapport à ce qu'on vit sur le changement climatique, alors là je fais un écart, hein, tu m'excuseras Estelle, mais je fais un écart, mais par rapport à ce qu'on vit sur le changement climatique, beaucoup de gens ont peur pour les forêts, à raison. C'est-à-dire que les forêts vont changer de visage. On estime en France que sur les 16 millions d'hectares de forêt qu'on a, plus de 5 millions d'hectares dans les 30 ans vont changer drastiquement de visage. Notamment les zones de forêt qui sont dans le centre de la France ou dans le nord-est, on est dans des secteurs très arrosés, où les arbres peuvent aller jusqu'à 45 mètres de haut. Ben c'est simple. Aujourd'hui, 2021 était un peu particulier, mais les 4 années précédentes, des zones où on avait jusqu'à 950 000 mm de pluie par an, là on avait plus de 350. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour assurer notamment, vous savez, là par le principe des 3 systèmes, la lignine pas lucifuge, mais hydrofuge, plus
l'équilibrage osmotique plus l'évaporation ne permet plus à l'eau d'arriver jusqu'à 45 mètres de haut. Et bien en fait, il y a des arbres qui meurent, qui transmettent un patrimoine avec ces difficultés-là, et probablement que les graines qui sont fabriquées détiennent en leur sein le patrimoine génétique pour dire attention, problème de sécheresse, et que du coup, les arbres qui vont suivre, eh bien, ils n'auront pas 45 mètres de haut, ils en auront 15 ou 20. Ils vont changer drastiquement de visage, mais malgré tout, pour le coup, il y aura toujours de la forêt. Par contre, ce ne sera pas la forêt qu'on connaît aujourd'hui, et on ne pourra pas, d'ailleurs, en aparté, indépendamment de leur intérêt artistique, on ne pourra pas avoir la même utilisation des forêts et de la ressource bois que celle qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait par le passé. Ça, c'est clair. Parce que les arbres sont différents. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais du coup, ça veut dire que, en fait, chaque branche subit un peu le même phénomène au cours de son histoire. Alors, attention, à un moment donné, quand une branche commence à être suffisamment développée, elle ne peut pas d'un seul coup, du jour au lendemain, changer drastiquement on va dire, sa capacité à adapter son comportement par rapport à un changement d'état beaucoup trop fort. C'est ce qui justifie le fait que beaucoup d'arbres meurent depuis quelques années avec l'ensoleillement massif. Pour le coup, ils peuvent s'adapter, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a une autre question. Alors pour l'instant, pour le coup, ça c'est pas connu. Vraisemblablement, ce qui semble se dessiner, mais ça reste à confirmer, il faut imaginer, étudier le système racinaire, c'est extrêmement complexe puisque c'est pas visible. À la limite, étudier on va dire, l'évolution du génome chez les branches, c'est facile, il suffit de récupérer les feuilles. Et là, on peut travailler autant qu'on veut. Pour les racines, c'est plus compliqué. Mais ce qui semble se dessiner, c'est que donc, globalement, notre organisme arbre a un patrimoine génétique commun. Et donc, si vous prenez les cellules du tronc ou les cellules des racines, elles ont exactement la même signature génétique, de manière globale. Ce ne sont que les feuilles qui présentent des adaptations phénotypiques et génétiques liées aux pressions auxquelles elles sont soumises. Mais du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, et ça c'est quand même un truc assez particulier, le multi-organisme qui est l'arbre est composé de plein d'individus qui sont composés de branches et de feuilles, et qui se partagent un immeuble commun dont elles ont besoin, le tronc, les racines. Voilà. Pardon ? Oui. Mais du coup, la réponse est partagée par l'ensemble de l'organisme arbre. En fait, il y a quand même des cellules sensibles au niveau des racines, et en particulier les cellules qui sont tout au bout, ce qu'on appelle l'apex racinaire. D'ailleurs, soit dit en passant, là aussi je me permets un petit bémol, au moment où votre arbre pousse, en fait, il faut imaginer donc votre gland, par exemple, pour parler d'un chêne. Donc il va sortir un premier élément végétal d'où va émerger deux choses. Le premier, la tige, qui elle va grimper grâce à un appel de soleil, c'est-à-dire que très vite se développent des toutes petites feuilles qui elles sont attirées inévitablement par la nécessité d'accéder au soleil, donc elles vont vers le haut. Et puis en fait, de l'autre côté, la racine, elle présente un apex racinaire qui est ultra chargé en amidon. En fait, il est lourd. Et c'est pour ça que la racine, elle va vers le bas. C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'amidon au bout de la racine qui fait que de toute façon, elle n'arriverait pas à la relever, quoi. Et donc, ça l'entraîne vers le sol. Et cet apex racinaire est ultra sensible. Et donc, une fois qu'il entre dans le sol, il est sensible du coup à tout ce qu'il va trouver, et même dans certains cas, la racine peut être amenée à aller plutôt à gauche ou à droite parce qu'elle détecte de proche en proche plus de potassium, plus de phosphore, plus d'azote dont elle va avoir besoin pour le développement de l'arbre. Mais pour le coup, tout ce qui se passe au niveau de la racine, dès qu'elle fait l'objet d'une attaque, ça peut être le cas, là par exemple, on vit en ce moment une période un peu délicate avec une espèce d'insecte, d'un coléoptère saproxylique que certains connaissent peut-être, les halitons. Pendant un temps, ils ont disparu du paysage. Mais depuis 7-8 ans, en forêt, on les retrouve d'une manière assez phénoménale, et les larves mangent les racines des arbres. Et ils émettent des molécules de détresse
tout cas les racines émettent des molécules de détresse qui remontent jusqu'à l'arbre, et l'arbre il comprend tout de suite le message, et donc fabrique des tanins qui redescendent jusqu'à la racine pour tenter d'enrayer le phénomène de grignotage par le hanneton. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce qu'ils sont trop nombreux là en ce moment, notamment dans certains secteurs de forêt, mais c'est comme ça qu'en tout cas ça fonctionne. C'est pas vrai du tout. Alors, en réalité, pour l'arbre, absolument aucune. Par contre, l'écorce constitue un véritable support qui peut être utilisé par les mousses. Alors, ça a quand même une conséquence. La conséquence, c'est d'opacifier la capacité des cellules chargées en chlorophylle qui sont au niveau de l'écorce, de leur empêcher d'accéder à la lumière. Ce qui fait que si à un moment le tronc est en pleine lumière, pour une raison ou une autre, parce que du coup la mousse elle pousse du côté où il y a le maximum d'eau, en fait, c'est ça. Ce qui veut dire que dans certaines forêts, quand vous avez un vent d'ouest, par exemple en Bretagne, j'adore la forêt bretonne, hein, attention, je ne dis pas qu'il pleut beaucoup, qu'il y a beaucoup de vent en Bretagne, même si c'est un peu vrai, faut l'admettre. Et donc du coup, il y a beaucoup de vent qui vient d'ouest, donc les arbres ont un peu tendance à pencher vers l'est, du coup, et donc la mousse, elle est plutôt pleine ouest. Voilà, parce que c'est là qu'elle reçoit l'eau. Et bien, ces parties-là, qui pourtant sont aussi en deuxième partie de journée beaucoup plus soumises à un ensoleillement, pour autant ne développent pas forcément les petits rameaux, simplement parce que la mousse a tout recouvert et qu'elle empêche l'arrivée des photons qui pourraient enclencher le processus de formation des rameaux. Voilà. Donc du coup, la mousse, elle a cette conséquence-là, mais qui n'est pas dramatique du tout pour un arbre. Il peut y avoir autant de mousse qu'on veut, autant de lichen qu'on veut, ça ne pose aucun souci. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est le lierre. Mais attention. En fait, la relation avec le lierre, finalement, pour l'arbre, c'est un peu une relation je t'aime, moi non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le lierre, il a la particularité donc de prendre racine dans le sol, de tirer des nutriments du sol, puis de grimper en s'accrochant avec des tissus particuliers vraiment qui s'accrochent et qui adhèrent à l'arbre au fur et à mesure qu'il grimpe. Pourquoi ? Parce que lui aussi, il a besoin de soleil, sauf qu'il n'a pas une tige dotée de lignine. Il a une tige avec de la cellulose. Pourquoi pas de l'hémicellulose, qui sont deux des trois composantes constituant le bois des arbres, mais il n'a pas vraiment de lignine. Ce qui a pour conséquence que si vous prenez un lierre, que vous le détachez de l'arbre, il va tomber. Voilà, il va arriver au sol. Donc, il s'appuie sur l'arbre pour monter et accéder à la lumière. Du coup, dans la manière dont je vous décris le lierre, vous voyez bien, ce n'est pas un parasite. Contrairement au gui, qui lui, à un moment, va déstructurer les cellules d'écorce pour accéder au cambium nourricier qui est juste derrière l'écorce, et donc il va pomper un maximum d'énergie à l'arbre. Pas sympa. Le lierre, il ne fait pas ça. Il ne prend que l'arbre comme support. Par contre, si à un moment il prend une envergure trop forte, il peut à un moment fragiliser l'arbre, non pas l'étouffer, mais le casser. Il peut casser des parties du chêne, par exemple, support, qui à un moment, à cause du poids du lierre, va à un moment plus pouvoir le supporter, il va casser. Mais le lierre, alors on lui a fait la chasse en forêt, hein, ça a été dramatique, même encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui lui font la chasse. En même temps, le lierre, c'est aussi quasiment la dernière espèce végétale en forêt qui fleurit en octobre, voire novembre. Au moment où on a les tout derniers pollinisateurs en forêt qui sont présents. Alors les arbres ne pollinisent plus à cette période de l'année. Sauf que la plupart des pollinisateurs du mois d'octobre-novembre sont des espèces qui ont besoin de faire des forces, de faire des réserves pour ensuite s'enterrer, hiberner, passer l'hiver,
et ce sont les premiers pollinisateurs du printemps. Et bien souvent, les arbres sont les premières espèces végétales à se reproduire au printemps. Et donc ces pollinisateurs sont indispensables pour polliniser les arbres au printemps suivant. Donc le lierre est indispensable pour assurer le cycle, notamment alimentaire, de ces insectes pollinisateurs. C'est jamais simple. C'est toujours passionnant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question? Je vais vous poser une question. Ouais. Ça me permet de rebondir, parce que cette remarque, elle est intéressante. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais par exemple, si vous regardez le tableau de Claude Monet, qui est ici, j'ai cliqué trop vite, vous voyez bien qu'il y a des couleurs différentes. Ce qui traduit quoi? Ce qui traduit d'une certaine diversité dans les essences qu'on a dans la forêt. Il y a d'ailleurs même des couleurs de feuillage un peu différentes. Il y a des couleurs de tronc un peu différentes. Probablement que le tronc un peu plus clair là, c'est soit un arbre mort avec une loge de pique, soit une autre essence à écorce plus claire, charme, hêtre par exemple, qui hébergerait du coup une loge de pique. Mais en tout cas, ça traduit bien d'une certaine diversité. Il faut savoir que pendant un temps, et là je vais faire un peu le mea culpa des forestiers, on a eu tendance à considérer qu'on devait travailler au profit de certaines espèces qui sont particulièrement intéressantes pour la production d'un bois d'une certaine qualité, pour répondre à une demande sociétale. Sauf qu'on s'est rendu compte effectivement que la biodiversité était un gage d'une meilleure résilience des forêts. Et là, avec le changement climatique, c'est d'autant plus vrai. En réalité, les différentes essences d'arbres s'entraident les unes les autres. Et ça me permet de rebondir sur une toute petite histoire. La petite histoire, c'est que mon chêne, Quercus, qui est en forêt de Rambouillet, en réalité, il est dans un secteur où il y a du hêtre. Dans la succession forestière, c'est-à-dire que si on laisse faire la nature, écologiquement, dans les grandes règles jusqu'il y a quelques décennies, on a d'abord les espèces pionnières, comme le bouleau, comme certains pins, notamment le pin sylvestre, qui sont suivis d'autres espèces. Alors les pins sylvestres sont des pionnières à post-pionnières, puis après un peu derrière, on a notamment toute la catégorie des tilleuls, toute la catégorie des érables, puis un peu derrière, on a les chênes, mais ce ne sont pas les chênes qui, dans le cycle sylvicole, deviennent les rois. En fait, il y a une espèce de bout de cycle de succession forestière, ce qu'on appelle des dryades, c'est le hêtre. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir ce tableau-là à pleine vue. En fait, la première réserve artistique créée à Fontainebleau grâce au peintre de Barbizon vers les années 1870, donc on a arrêté la moindre coupe forestière. Eh bien, 150 ans plus tard, vous savez ce qui prédomine dans ces réserves? Le hêtre. Il n'y a quasiment plus un chêne. Il n'y a que du hêtre, qui est en bout de cycle. Pourquoi? Parce que le hêtre, il a un feuillage tellement dense qu'il empêche complètement l'accès à la lumière du sous-bois. Or, par exemple, une espèce comme le chêne, lui, à un moment, il faut qu'il ait un petit peu de lumière directe qui lui vienne dessus. C'est ce qui fait que les arbres de bord d'alignement, souvent, ce n'est pas des hêtres, ça va être des tilleuls, ça va être des chênes, ça va être pourquoi pas des platanes, qui sont des arbres qui ont besoin de lumière directe et qui sont plutôt dans la catégorie des pionniers ou post-pionniers ou de position intermédiaire dans la succession forestière. Or, le hêtre, lui, il empêche ça. Mais les jeunes hêtres, du coup, sont adaptés à ça. Et ils sont capables de patienter. Parfois, quand vous vous promenez, sous un peuplement de très vieux hêtres, vous avez des jeunes hêtres qui sont en dessous, qui ne font que 3 mètres de haut, qui ont peut-être 40 ou 50 ans. Ils ne poussent pas,
ils grandissent pas, ils sont là, et ils attendent leur tour. Voilà. Et ben c'est ça qui se passe dans la succession forestière. Et mon chêne, il a juste au sud un hêtre qui pousse plus vite que le chêne. Donc probablement que mon chêne, il a commencé à prendre sa place. Il a été un petit peu gêné par d'autres chênes à côté, mais du coup, c'était lui qui était dominant, c'est lui qui est allé le plus haut. Et à un moment dans l'histoire, dans les années 1850-1860, une graine de hêtre est arrivée, et il y en a un qui a pris place et qui a commencé à pousser plein sud, pouvant empêcher à la lumière d'arriver sur le chêne. Ah ben, ça l'a motivé pour aller encore plus haut et dépasser le hêtre. Donc du coup, pas de problème pour le chêne, il est au-dessus du hêtre, il craint rien. Mais par contre, le hêtre, quelque part, voilà, prend de la place. Donc mon chêne, il est un petit peu étriqué sur une partie de son pied parce qu'il n'a pas pu se développer là où était le hêtre. Alors on pourrait dire, finalement, dans cette histoire-là, c'est le hêtre qui gagne. Un peu parce que lui, il a pris toute sa place, il n'y a pas de problème. Et puis le chêne, il est en position étriquée, il a fallu qu'il fasse l'effort d'aller un peu au-dessus du hêtre. Sauf qu'avec le changement climatique et les fortes températures, mon chêne, dans le peuplement, là, c'est celui qui est vraiment le plus fort, le plus performant, celui qui est capable de retarder le débourrement pour lutter contre les chenilles au printemps. Et c'est aussi celui qui a la densité de feuillage la plus forte. Mais c'est aussi celui qui bénéficie d'un ombrage très 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 fort sur le tronc au moment des fortes chaleurs, empêchant presque la sève de monter en température au risque de léser les cellules du bois. Voilà. Donc en fait, je vous disais que vous avez une relation de je t'aime moi non plus, et là en l'occurrence, finalement le chêne sans le hêtre serait probablement un peu fragilisé, et le hêtre, comme le chêne lui a laissé sa place, et finalement, voilà, l'un et l'autre, ils ont appris à vivre ensemble. Mais c'est du vivre ensemble, pas comme nous, parfois on en parle entre humains, hein, c'est du vivre ensemble entre deux espèces qui sont radicalement différentes quand même. En forêt, le vivre ensemble, c'est autre chose, quoi. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous d'être venu et d'être resté. Pour information, la prochaine conférence dans le cadre de la chaire a lieu le 1er décembre et on parlera de la proprioception des arbres. Donc comment un arbre sait où il est, ce qui l'entoure, etc. Avec un artiste cette fois-ci qui travaille à partir de cette notion qui s'appelle Thierry Boutonnier. Voilà, donc le 1er décembre à 19h, si vous voulez continuer à explorer le monde des arbres, ce sera une nouvelle occasion. Merci beaucoup.